Radio J. Patrick Caner, bonjour, bienvenue. Bonjour M. Barbier. Et allez Lille ce soir en football, même si évidemment on est un peu inquiet de la situation Les Dogs internationale. vont manger le grand Chelsea. Oui, ils ont créé déjà la surprise dans cette Coupe d'Europe. Alors évidemment l'actualité internationale est moins drôle qu'une compétition de football. Vladimir Poutine reconnaît les régions séparatistes de l'Ukraine. Les forces russes vont même en assurer la protection. Est-ce que ça s'appelle une déclaration de guerre ? C'est en tout cas une déclaration de force, manifestement de la part de M. Poutine. Ces deux républiques autoproclamées, donc autour de Donetsk d'un côté et de Lugansk de l'autre, sont russophones. C'est finalement la recréation de l'Empire russe que cherche M. Poutine progressivement, après la Crimée en 2014. On n'est là pas sur une annexion, mais on est sur une forme d'annexion potentielle, puisque manifestement les chars russes, ou en tout cas les outils militaires sont en train de rentrer dans ces deux républiques autoproclamées. La question, c'est quelle réaction de la part de l'Ukraine. À la force, est-ce qu'on répond par la force ? À la force, aujourd'hui, la diplomatie a montré totalement son inefficacité. Monsieur Macron, Monsieur Scholz et bien d'autres ont tenté la voie diplomatique. Ils ont eu raison. Bien sûr, d'aller au bout du bout. Bien sûr, mais M. Macron, dans son rôle de président de la République, a fait son job, permettez-moi l'expression. Simplement, il a été manipulé, instrumentalisé par quelqu'un qui aujourd'hui considère que rien ne peut l'empêcher d'arriver au but qui est le sien, à savoir recréer une nouvelle frontière pour la Russie. Et la prochaine étape, peut-être, ce sera un lien, un corridor entre ces deux républiques, maintenant soutenues par la Russie, officialisées par la Russie, et la Crimée. Et alors là, on sera sur une autre dimension, parce que ce grignotage progressif de l'Ukraine, même si l'Ukraine a fait partie de l'Empire soviétique à une époque, deviendra problématique pour les Européens. Donc la vraie problématique aujourd'hui pour nous, c'est l'OTAN. Ce serait une provocation pour les Russes. On pourrait faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. L'Ukraine l'a demandé depuis 2008. Si M. Biden, qui est quand même le patron, entre guillemets, jouait cette carte-là, je pense qu'on créerait des incidents extrêmement lourds potentiellement avec la Russie. L'autre solution qui me paraît plus intéressante, peut-être plus politique, c'est la place de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Il y a une démarche de rapprochement. Je ne parle pas pour l'instant d'adhésion, mais est-ce que la meilleure solution, ce ne serait pas d'élargir l'Europe ? Mais voilà, ça c'est un débat qui nous attendra après l'élection présidentielle. Quelle forme ça pourrait prendre ? Une candidature officielle, comme d'autres pays sont candidats à l'entrée de l'Union européenne, ou bien des coopérations renforcées ? Est-ce qu'on pourrait avoir une coopération militaire ? On est déjà dans des coopérations renforcées. Coopération militaire, vous savez bien malheureusement qu'il n'y a pas de défense européenne. Et c'est bien ça aujourd'hui qui pèse. Je pense que l'Europe, aujourd'hui, doit comprendre qu'entre l'OTAN et ce qui reste, non pas du pacte de Varsovie, mais ce qui reste quand même de cette puissance soviétique des années 30-40, eh bien, et suivante bien sûr, il faut que l'Europe se dote d'un outil militaire qui ne peut pas être qu'une simple coopération comme elle existe aujourd'hui. Alors l'Europe n'a pas d'outils militaires, mais a des outils économiques. Là, c'est le temps des sanctions économiques qui va s'ouvrir. Est-ce que vous demandez aux Allemands, par exemple, de renoncer à Nord Stream 2, c'est-à-dire de renoncer à acheter du gaz russe ? Mais demander cela aux Allemands, c'est quasiment impossible. Enfin, je veux dire, la réponse sera non, ils en ont besoin. Ils n'ont pas l'autonomie et la souveraineté que nous pouvons avoir, y compris grâce à l'énergie nucléaire. Donc aujourd'hui, il est clair que pour ce qui concerne l'Allemagne, il y aura des sanctions économiques qui seront pratiquées, mais qui seront, je pense, assez limitées. Il faut s'attaquer au portefeuille, oui, peut-être même autour des oligarques qui entourent Monsieur Poutine, mais on ne sera pas dans le symbole. On sera dans de vraies sanctions qui vont monter en puissance, mais limitées d'ailleurs au Donbass, manifestement, et pas à d'autres territoires, ce qui montre bien que cette annexion potentiel de fait est aujourd'hui malheureusement inévitable. Et un peu avalisé par l'Occident qui n'a pas les moyens de s'y opposer réellement. L'histoire ne se répète pas, Monsieur Barbier, mais elle balbutie. Et pour ceux qui ont un peu de mémoire, même s'ils n'étaient pas nés à l'époque par définition, eh bien après l'Anschluss, il y a eu les Sudètes. Après les Sudètes, il y a eu le couloir de Danzig. Toujours sur des bases linguistiques ?
toujours sur les bases linguistiques, et puis sur les bases simplement d'un impérialisme qui ne dit pas son nom, manifestement. Donc M. Poutine est un homme qui aujourd'hui met en péril la paix dans le monde. Une partie de l'opposition en France, je pense notamment à la droite extrême, dit Macron a humilié la France. Vous n'êtes pas sur cette ligne-là, vous dites qu'il a joué son jeu et puis qu'il a été manipulé. Bien sûr, il est dans son rôle, il est le chef des armées, il est le chef de la diplomatie. Président de l'Union européenne en plus. Nous sommes un grand pays, le seul problème c'est pour quel résultat. Il a fait ce qu'il devait faire avec des résultats extrêmement médiocres. Est-ce que quelqu'un aurait fait mieux ? Je n'en sais rien, par définition. Par contre, aujourd'hui, cet échec de la diplomatie avec M. Poutine, ce qui se passe au Mali, manifestement, fait que la parole de la France n'est plus totalement à la hauteur de ce qu'elle aurait pu être à d'autres époques. Ce qu'elle a été à d'autres époques, je le regrette. Ce sera dans le bilan de M. Macron. Mais on ne peut pas faire le reproche au président de la République française, en fonction, quelle que soit la situation d'élection dans laquelle nous sommes, d'avoir essayé de jouer la carte de la paix. Alors la complexité de cette crise retarde aussi sa déclaration de candidature à Emmanuel Macron. C'est légitime ou c'est un peu abusif ? M. Macron aurait pu être candidat depuis bien longtemps, depuis par exemple le début du lancement des parrainages. Manifestement, cette période l'arrange. Alors bien sûr, la crise ukrainienne, c'est pas lui qui l'a provoquée par définition, mais la procrastination de cette déclaration de candidature lui permet finalement d'apparaître comme étant au-dessus des partis, au-dessus de la mêlée, et ça l'aide foncièrement. Vous savez, moi j'ai un exemple très concret. On n'était pas encore sur la crise de l'Ukraine telle qu'elle est aujourd'hui. Quand il vient dans le Pas-de-Calais pour annoncer la création d'usines, de batteries, etc., il a 3 pages dans La Voix du Nord, le journal, mon journal entre guillemets de nordiste. Peut-être qu'il aurait eu moins de pages s'il avait été candidat officiellement. Donc, nous sommes dans une zone grise d'un candidat président, d'un président candidat qui n'a pas de compte à rendre vis-à-vis de sa déclaration de candidature. Et je pense que ce ne sera pas cette semaine encore, ce sera la semaine prochaine, parce que oui, là, il y aura le butoir du 4 mars. Alors, le butoir du 4 mars, c'est aussi pour les 500 signatures. Il y a tout un débat autour de cette collecte de parrainage, puisque Anne Hidalgo à ces parrainages. Est-ce que vous appelez les élus socialistes à aider d'autres candidats en difficulté ? Le maire de Cannes, de droite, Ed Mélenchon. Oui, enfin, c'est un coup de com' de M. Lisnard, pas mal d'ailleurs, donc, aussi comme président de l'AMF, grand seigneur. Grand seigneur. Il ne prend pas beaucoup de risques en faisant cela. Non, on n'appelle pas, nous savons une candidate, et nous disons aux socialistes, eh bien, vous soutenez votre candidate, parce que notre projet politique, c'est pas le projet politique de M. Mélenchon, c'est pas le projet politique de donc, M. Poutou. Les autres se débrouillent. Ils sont candidats, ils doivent assumer le fait d'être candidats et de respecter les règles du jeu. Donc on n'est pas dans le marchandage. Moi j'ai bien vu la petite démarche de monsieur Bayrou là, avec sa grande braderie des parrainages. La banque citoyenne. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les élus ne seraient pas capables de décider pour qui ils souhaitent apporter leur parrainage, sachant que beaucoup d'ailleurs ne l'apportent pas. Donc non, soyons clairs. Peut-être que cette règle est inadaptée aujourd'hui, je le pense. Sincèrement. Je pense qu'il faudrait faire bouger les lignes, et non seulement je le pense, mais nous avons proposé avec mon groupe, il y a quelques mois, de faire bouger cette règle des 500 parrainages, 250 parrainages et 150 000 soutiens citoyens. Voilà, un mixte qui aurait, je crois, le mérite d'avoir une assise territoriale d'un côté, mais aussi un soutien citoyen de l'autre, et on peut techniquement le faire. Mais depuis des années, ce gouvernement s'est refusé à toute évolution. Pas de vote par correspondance, il n'y aura pas de double procuration pour les élections, pas de vote à 16 ans. En fait, on fige totalement les institutions, et permettez-moi de le penser, c'est pour servir le président sortant essentiellement, et ça je le regrette. Anne Hidalgo a plutôt réussi son oral hier devant les patrons, devant le MEDEF. Elle a semblé modérée, moderne. Certains ont dit attention quand même, elle augmente trop les salaires avec son 15% d'augmentation du SMIC, c'est mauvais pour la compétitivité. Le pouvoir d'achat, vous l'avez vu, est la première préoccupation des Français. C'est pas la sécurité, c'est pas l'immigration, c'est pas le grand remplacement fantasmé par monsieur Zemmour et d'autres qui posent la question aux Français. Les Français, ils veulent gagner mieux leur vie. Ils sont en train de sortir de 2 ans d'une période exceptionnellement difficile avec la Covid. Ils veulent pouvoir mieux vivre dans la société. Il y a de l'inflation en plus, mais la compétitivité des entreprises, si on la détruit, c'est leur emploi qu'on détruit. La compétitivité, il y a eu les impôts de production diminués. Elle ne reviendra pas dessus, elle a dit.
Oui, et ça a été confirmé dans le plan de relance, dans la continuité d'ailleurs du CICE, qui était conditionné de François Hollande. Donc, nous sommes une gauche responsable. Oui, nous croyons au marché, mais nous croyons aussi à la force de l'État pour permettre que chacun se retrouve dans une économie, certes libérale sur le plan économique, mais organisée pour permettre à chacun d'avoir toute sa place. Et quand Hidalgo propose d'augmenter le SMIC de 15%, permettez-moi de le dire, ça fait 200 €. Donc c'est quoi? C'est 3 caddies, disons-le, peut-être 2 caddies à Paris et 3 caddies mais ça pousse vers le haut toute la grille salariale, on sait. Mais il faudra, et d'ailleurs elle propose une conférence interprofessionnelle sur les salaires pour que tout le monde y gagne. Prenons les fonctionnaires. La dernière augmentation générale des fonctionnaires, c'est février 2017. Je m'en souviens, j'étais membre du gouvernement, février 2017. Depuis, il y a eu 8 à 10% d'inflation. Vous croyez que c'est normal? Non. Il n'est pas possible qu'il y ait 1% des Français qui ont vu leur fortune augmenter, les plus riches de nos concitoyens, tant mieux pour eux. Mais si 1% des Français voient un pouvoir d'achat diminuer, eh bien, ça crée des problèmes sociaux potentiels. Et donc, Anne Hidalgo, en bonne social-démocrate, permettez-moi l'expression, celle du Portugal, celle de l'Allemagne, celle de l'Espagne, dit: nous devons pouvoir vivre ensemble et le pouvoir d'achat est un élément majeur de ce bien vivre ensemble. Gagner plus, certes, mais peut-être en travaillant plus. Est-ce qu'elle pourrait céder un peu sur le temps de travail et peut-être aussi sur le temps de travail toute la vie, c'est-à-dire l'âge de la retraite? Gagner plus, monsieur Barbier, 200 € pour un smicard, excusez-moi, il va pas ouvrir un PEA avec ça ou un livret d'épargne, il va le dépenser, donc il va alimenter l'économie. Alimenter l'économie, ça signifie donc créer de la richesse, très très simplement. Alors, dans un meilleur partage. Le temps de travail, on n'y touchera pas. Voilà, nous sommes à 35 heures. Nous pouvons imaginer que parfois, on pourrait ramener à 4 jours la semaine, tout en étant à 35 heures, voire même diminuer s'il y a un accord de négociation. Mais il est hors de question pour nous de toucher à l'horaire légal. Mais l'âge légal, c'est aussi intéressant. Exactement. Ça va être un débat dans la campagne. Vous êtes un élu du Nord, comme Fabien Roussel. Est-il injustement mis en cause pour son emploi d'assistant parlementaire 2009-2014, ou est-ce qu'il doit montrer les preuves de son travail? Il est en train de se défendre, manifestement, et donc il est en train de ramener les preuves du travail qu'il a fait auprès de Jean-Jacques Candelier, que je connais bien, qui a été conseiller départemental avec moi au Conseil général du Nord. Donc, moi, je fais confiance. Présomption d'innocence et puis confiance. Présomption d'innocence et, je lui dis, une belle campagne, fraîche, les jours heureux. Après, il dit beaucoup de promesses qui ne seront pas tenables, mais voilà, il n'est pas là pour gagner. Jean-Christophe Cambadélis s'alarme pour les législatives. Les Verts et LFI ont désigné des centaines de candidats. C'est déjà trop tard pour s'unir aux législatives? Il nous faudra l'union. Il nous faudra l'union si nous voulons avoir des groupes politiques qui pèsent dans le débat en tant que tel. Donc nous ne sommes qu'au tout début de la négociation et tout reprendra, vous verrez, le 11 avril au matin. Patrick Caner, merci, bonne journée.